Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce journal. Voici les titres du 19h30. Le procès de Sharia for Belgium s'est ouvert ce matin devant le tribunal correctionnel d'Anvers. Un procès pour terrorisme dans des conditions de sécurité maximales. Nous ferons le point en direct avec Stéphanie Lepage. Ils courent et 131 jours après le scrutin, ils approchent enfin de la ligne d'arrivée. Les négociateurs espèrent aboutir à une déclaration gouvernementale pour la fin de la semaine. Créer son entreprise, un parcours du combattant auquel de moins en moins de jeunes osent se frotter. Dans ce journal, rencontre avec des entrepreneurs qui ont relevé le défi. Un Belge sur deux n'ose pas parler de sa pension et pourtant bien vivre sa retraite, ça se prépare et pourquoi pas avec un jeu de cartes. Dans les rues de Hong Kong, des milliers de jeunes étudiants réclament plus de liberté, la démocratie, le suffrage universel, un fameux défi pour Pékin 25 ans après Tiananmen. Ils voulaient mettre en place un État islamique, détruire la démocratie. Ils sont partis se battre en Syrie, où ils y ont envoyé des jeunes. Et aujourd'hui, ils sont sur le banc des accusés. Parmi eux, Fouad Belkacem, le leader de Sharia for Belgium. Le procès s'est ouvert ce matin au tribunal d'Anvers. 8 h du matin, l'esplanade du palais de justice d'Anvers est envahie par la presse. Un comité d'accueil qui attend l'arrivée des différents acteurs de ce procès. Un dispositif de sécurité renforcé a également été mis en place. Première arrivée, Fouad Belkacem, l'ex-porte-parole de Sharia for Belgium, qui entre en fourgon par la petite porte, tout comme Hakim El Ouassaki, lui aussi en détention. Vient ensuite le ballet des avocats. Pas de commentaires, chacun respecte les instructions du président du tribunal qui a demandé à ce qu'aucun commentaire ne soit fait à la presse avant la fin du procès. Mais certains laissent néanmoins échapper quelques mots. Ce sont des jeunes gens et leur futur est en jeu. Vient ensuite Dimitri Bonting, le père parti rechercher son fils Yeyoun en Syrie. Celui-ci le suit d'ailleurs de près. Accompagné de son avocat, le témoin clé de ce procès restera muet lui aussi. À l'intérieur, l'ambiance est électrique. La police contrôle toutes les identités à l'entrée. 11 h, petite interruption, le père de Yeyoun Bonting tente d'évacuer la pression, mais celle-ci est trop forte. C'est un scandale. Aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui partent en Syrie. Encore aujourd'hui, des étrangers. C'est un scandale. Pourquoi pensez-vous qu'ils vont en Syrie ? On connaît toutes les raisons qui font que les jeunes partent en Syrie. Aujourd'hui, on est 2 ans plus tard et rien n'a changé. Les politiques regardent et ne prennent pas leurs responsabilités. Que pensez-vous de l'attitude de Belkacem ? Je l'ai vu dans la salle, il rit comme d'habitude. Je dis aujourd'hui, Ben Laden rigole depuis l'enfer, Belkacem depuis sa cellule. Petit incident dans l'après-midi, la mère de Brian, un jeune toujours en Syrie, ne retient pas sa colère envers Fouad Belkacem. Hystérique, elle est évacuée de la salle par la police. Je souhaite l'enfer à monsieur Fouad Belkacem. C'est tout ce que je lui souhaite. Il a détruit ma vie et ma famille. Il est tout ce que je hais. C'est pour ça que je me suis emportée tout à l'heure. 18 h, sortie de tous les protagonistes, la séance du jour est levée. Un reportage de Stéphanie Lepage que nous retrouvons en direct d'Anvers. Stéphanie, est-ce que l'on connaît les peines requises par le ministère public ? Non, Adja, on ne connaît pas encore les peines, on ne les connaîtra que demain matin. 46 prévenus, ça prend du temps. Le ministère public n'a pas fini la lecture de l'acte d'accusation. Il reprendra à 9 h demain et terminera par les peines requises. Mais alors, qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui ? Le ministère public est revenu en détail sur la création de Sharia for Belgium en 2010, sur l'idéologie du groupe présumé terroriste et sur la personnalité de Fouad Belkacem, le leader du groupe. Celui-ci a fait l'apologie du djihad de 2010 à 2012. Son objectif, détruire la démocratie et placer un État islamique. Son idéologie, il l'a répandue via Internet, via les réseaux sociaux et par ailleurs, il a fait du recrutement des jeunes dans la rue et il a également pratiqué l'endoctrinement, on peut dire, sur ces jeunes. Alors c'est un procès hors norme, tout d'abord parce qu'il y a 46 prévenus, même s'ils ne sont que 8 présents. Les autres sont toujours en Syrie, certains sont décédés lors de combats sur le sol syrien. Projet hors norme également parce que c'est le premier plus important, plus gros procès du terrorisme en Belgique. C'est la première fois que la justice belge va statuer sur le sort de jeunes Belges partis combattre en Syrie. Alors demain, donc, suite du réquisitoire. Ensuite, ce seront les parties civiles qui vont s'exprimer. Et la semaine prochaine, la défense. Il faudra donc être encore un petit peu patient afin d'avoir le verdict de ce méga procès du terrorisme. Verdict
verdict qui est évidemment très attendu. Merci Stéphanie Lepage. Et parmi les prévenus dans ce procès à Anvers, il y a Younes D. Ce jeune Anversois converti à l'islam est soupçonné d'avoir participé à une organisation terroriste. En décembre dernier, il a passé plusieurs semaines en Syrie. Nos confrères de Questions à la Une l'ont rencontré il y a quelques jours. Il réfute toute appartenance à une mouvance terroriste. Alain Dremière. On le voit ici, aux côtés de Fouad Belkacem, priant en rue à Anvers, converti. Michael est devenu Younes en 2009. Il a rejoint la Syrie en décembre 2013, un séjour sans l'intention de participer au djihad, affirme-t-il. Ik ben naar daar gegaan, ik heb daar woons gezocht, ik heb daar een plek gezocht om daar te gaan leven. En natuurlijk om een plaats te hebben waar dat je leeft. En mensen bieden u die plaats, geven u eten. Want dat zijn dingen die vergeten worden. Je wordt er wel onderhouden door diezelfde moslims die als terroristen worden beschouwd. Word je wel als inkomende moslim. Je wordt niet gezegd van kijk, nu moet jij de wapens opnemen en nu moet jij met ons mee strijden. Jij krijgt de keuze om daar gewoon te leven en te zijn. En die onderhouden u daar. Et pourtant, ces images en témoignent. En Syrie, il était armé, mais selon lui, pas pour faire la guerre. Dat ik geen offensief zal starten of dat ik deel heb uitgemaakt van een militaire operatie, maar eerder dat ik een wapen bij mij had voor het Vrij Syrische leger bijvoorbeeld, of het regime van Assad. Ik heb daar niemand vermoord. Ik heb mensen begraven die vermoord zijn. En ik mag deze ook wel als een van mijn taken voorzien. 1 dag in oorlogsgebied een week duurt. Ik kan ook zeggen dat mijn leven, en bewust, dat mijn leven ook elke dag in gevaar had kunnen zijn omwille van vliegtuigen die raketaanvallen op willekeurige doelwitten. Reste cette question, Younes était-il libre de ses actes? Selon lui, il n'y a pas de doute à ce sujet. Want dat is een verhaal dat ook de ronde gaat. Is dat veel jongeren zogezegd niet de kans krijgen om terug te gaan. Iedereen heeft de kans daar om terug te gaan. Elke persoon met autoriteit daar zal zeggen als jij wil teruggaan, ga terug. Dat is uw keuze, je bent een vrij persoon. Maar, zoals wij weten en zoals ik zelf wist, hangt er een hele race van juridische gevolgen aan uw terugkomst. Younes risque en effet aujourd'hui 5 à 10 ans de prison. Voilà un reportage qui sera au cœur de Questions à la Une ce mercredi, juste après le journal de 19h30. Mandat d'arrêt confirmé pour le jeune Syrien soupçonné de terrorisme interpellé le 24 septembre à l'aéroport de Charleroi. Âgé de 24 ans, il voyageait avec de faux passeports et du matériel audiovisuel montrant des exactions commises en Syrie. Le jeune homme a été placé sous mandat d'arrêt pour appartenance à une organisation terroriste, ce qu'il nie depuis le début. On écoute son avocat. Je ne partage bien évidemment pas la décision de la Chambre du Conseil. J'interjetterai donc appel dès demain de cette décision. Et pourquoi n'êtes-vous pas d'accord ? Alors, ma position est de dire clairement qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que mon client a posé un acte matériel et positif de participation à un groupe terroriste sur le territoire belge. On lui reproche uniquement à ce stade, et ce sont là les seuls indices sérieux qui ont été considérés par le juge d'instruction, d'avoir été en possession de photographies. Ce sont les seuls éléments à sa charge actuellement. Il était aussi en possession de faux passeports. C'est exact, ça fait l'objet d'une prévention distincte de faux en écriture qui, elle, n'était pas contestée par mon client. Les femmes enceintes atteintes d'un cancer peuvent être soignées sans que cela nuise au fœtus. C'est en tout cas la conclusion d'une équipe de chercheurs belges de la KUL. Pour la première fois, ces chercheurs ont étudié en profondeur les conséquences d'une exposition aux radiations médicales. La chimiothérapie et la radiothérapie seraient sans danger pour le bébé à naître. Alison Delpierre. Laetitia est aujourd'hui une jeune maman épanouie et pourtant, il y a un peu plus de 4 ans, sa vie a basculé. Enceinte de 2 mois, des douleurs à la langue la poussent à se rendre chez un spécialiste. Le diagnostic tombe, elle est atteinte d'un cancer de la langue. La première chose, c'était le grand vide et la peur. Ça, c'était les premiers sentiments que j'ai ressentis à ce jour-là. Je pense sincèrement que si je n'avais pas été enceinte, et ça, plusieurs personnes de mon entourage me l'ont dit, que jamais je n'aurais pu peut-être guérir. Elle subit alors un traitement très lourd pendant sa grossesse. Des semaines intensives de radiothérapie en plus de la chimio, mais ce n'était pas sans risque pour ses jumeaux. Oui, on nous a prévenus, donc des malformations neurologiques, physiques, mais rien n'était sûr, puisqu'apparemment, j'ai appris ça il y a quelques mois par le professeur Rechler. J'étais une des premières patientes diagnostiquées avec un cancer pendant la grossesse.
Quand le cancer est diagnostiqué, de nombreuses questions se posent. Interrompre sa grossesse ou encore retarder le traitement pour le bien du bébé. Mais des chercheurs belges ont suivi des enfants exposés aux radiations et à la chimio alors qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Et les résultats se veulent rassurants. Tous les enfants ont été soumis à la chimiothérapie et la radiothérapie après le premier trimestre de la grossesse. Ça, c'est le plus important à souligner. Donc pour l'instant, on est assez rassurant. Et on a bien observé que l'interruption de grossesse n'est pas conseillée chez ces patientes parce qu'elle ne modifie pas le pronostic de celle-ci. La plupart des médicaments sont interdits ou en tout cas fortement déconseillés pendant la grossesse. Alors, comment un traitement aussi lourd contre le cancer peut-il être sans danger pour la santé du bébé ? Ce qui sépare la maman du fœtus, c'est le placenta. Et donc, il y a des études de passage transplacentaire qui ont été réalisées. Et on sait que pour la majorité des chimiothérapies, le passage est relativement faible et est de l'ordre de 3 à 10% ou 3 à 15%. En Belgique, une femme sur 2000 est atteinte d'un cancer au cours de sa grossesse. Si les résultats de cette étude sont positifs, la radiothérapie et la chimio ne sont tout de même pas un traitement anodin pour le bébé. Au chapitre politique, on serait dans la toute dernière ligne droite des négociations fédérales. Les partenaires de la future coalition ont en ligne de mire la fin de cette semaine. Ils espèrent boucler les dossiers pour discuter du casting ministériel ce week-end. Thomas Gadisseux. J'espère qu'on sera bientôt dans la dernière ligne droite. Ce n'est plus qu'une question de jours. Le marathon touche à sa fin. 131 jours après le scrutin, les négociateurs approchent du but. Vous espérez une solution pour la fin de la semaine, pour ce week-end ? Nous espérons, parce que nous avons travaillé pendant le week-end, etc. Enfin, j'espère qu'on va trouver si vite que possible une solution finale. Mais sur la table, il reste encore des réformes importantes qui nous concernent tous. Les soins de santé, nos impôts et la fiscalité, mais aussi et surtout les pensions. Les partenaires annoncent une réforme en profondeur, basée sur un système de points que le travailleur accumulerait tout au long de sa carrière. C'est quelque chose qui est manifestement apprécié par l'ensemble des partenaires, mais l'idée c'est de travailler sur cela avec l'ensemble des partenaires, pas seulement ceux qui ont fait le rapport, mais aussi les partenaires sociaux. Il y a tout un débat qui va devoir être lancé, mais on doit donner des orientations, dire vers quoi on veut aller. Et puis qui, parmi les négociateurs, sera membre de ce gouvernement? La question du casting, ce sera le bouquet final, probablement ce week-end. Vous rêvez d'être de ce gouvernement? Je dis quand je rêve à beaucoup d'autres choses. Premier ministre, parce que c'est une idée que vous n'écartez pas? Mais je rêve à beaucoup de choses, mais pas nécessairement à des fonctions pour l'instant. Je veux d'abord un accord, mais je n'ai jamais rien écarté. En le montrant bien devant les caméras, Didier Reynders a pris avec lui son livre sur la fiscalité suédoise, comme pour rappeler avec humour à ceux qui n'y croyaient pas que cette coalition suédoise est en passe de conclure un accord. C'est d'ailleurs à quelques mètres de là, au 16 rue de la Loi, que se tiendra le premier Conseil des ministres. Ce n'est plus qu'une question de jour. Et au niveau des régions, on continue à organiser le transfert des compétences. À partir du 1er janvier prochain, l'apprentissage de la conduite sera régional. Un transfert qui inquiète la Fédération des auto-écoles. Elle dénonce un manque de clarté et les risques que comporte l'opération. Du coup, la NVA en profite pour s'engouffrer dans la brèche et exiger un transfert complet aux régions du permis de conduire. Rachel Crivellaro. D'ici 3 mois, les régions prendront les commandes, à elles l'apprentissage de la conduite automobile, à l'exception des critères et des aptitudes pour obtenir le permis, une compétence qui reste a priori fédérale, mais cette répartition quelque peu nébuleuse en inquiète visiblement plus d'un. Une région pourrait très bien envisager la filière libre et l'autre pas du tout. Une région pourrait imposer des cours de formation, de perception du risque, l'autre pas du tout. On pourrait avoir un permis par étape dans une région et pas dans l'autre. Tout ça est possible. Et nous pourrions arriver à une situation qui est peut-être encore plus idiote. Donc ici, nous sommes à Bruxelles, à quelques mètres du ring. Le centre d'examen se trouve derrière nous. Les examens devraient rester en région bruxelloise et il faudrait peut-être à ce moment-là interdire l'accès à la région flamande qui est toute proche. Les risques de la régionalisation pour les uns, pour la NVA au contraire, l'occasion de demander via le ministre flamand de la mobilité le transfert complet de l'apprentissage de la conduite vers les régions, autrement dit de créer des permis de conduire régionaux.
Imaginez tous les systèmes, mais ce qui est clair, c'est que cet accord, avec cette répartition, il est issu de la 6e réforme de l'État, avec un très grand nombre de parties. Et cette 6e réforme de l'État, la NVA s'est clairement engagée à ne pas la remettre en question. Ici, le nouveau gouvernement fédéral n'est même pas encore formé que la NVA remet en question et veut récupérer des compétences régionales supplémentaires. Accélérer la régionalisation ou au contraire faire marche arrière, les auto-écoles en tout cas attendent un signal clair et de rappeler qu'en matière de sécurité routière, la Belgique fait partie des cancres européens. Tout augmente? Eh bien non, ce n'est pas vrai. Pour la première fois depuis 5 ans, l'inflation est négative. C'est-à-dire qu'une série de prix sont moins élevés qu'auparavant. Et parmi ces prix qui ont influencé l'indice à la consommation, il y a le prix des avions, des fruits frais, du poisson et des légumes. Et ça tombe bien, surtout pour ceux qui n'ont pas de travail en ce moment. Le chômage est en hausse. Au mois d'août dernier, la Belgique comptait plus de 474 000 chômeurs, soit près de 14 000 de plus qu'en août 2013. Voilà un chiffre qui s'explique entre autres par la crainte qu'éprouvent de plus en plus de jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai surtout en Wallonie où le nombre de nouvelles entreprises recule. Pour beaucoup, la création d'entreprises s'apparente trop à un parcours du combattant. Laurent Mathieu a suivi des téméraires. Ils en ont rêvé pendant des mois. Et aujourd'hui, le fruit de leur travail se trouve dans ces bouteilles. Donc la Forge, c'est une bière qu'on a lancée un peu de manière assez ludique durant nos études. C'est notre projet de fin d'études, de mémoire. Et puis maintenant, depuis le mois de mai, en fait, elle est commercialisée, vu qu'on a senti qu'il y avait quand même un potentiel important. Santé. Et aujourd'hui, le résultat est là. Ça vous fait quoi quand vous goûtez le fruit de votre travail? Ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Après, le plus important, c'est ce que les clients finalement en pensent. Car trouver des débouchés, c'est à présent le défi qui attend ces deux jeunes entrepreneurs. Et il faut se lancer avec certainement pas mal de réalisme, mais également quand même de l'optimisme. Il y a ce facteur risque qu'on ne maîtrise pas, et c'est justement ça, ce réalisme, d'essayer de le comprendre. Et puis l'optimisme, c'est ne pas avoir peur du risque et se lancer. Et ces risques, 11% en moins d'entrepreneurs wallons les ont pris au premier semestre 2014. Pourtant, la création d'entreprises est stable à Bruxelles et elle progresse même au nord du pays. Cet expert relativise les chiffres, mais il reconnaît que les récentes fermetures de grandes entreprises en Wallonie ont eu un impact sur le climat socio-économique. Les effets de la crise 2008-2009 sont plus importants en Wallonie, pour le moment en tout cas, ce qui fait que le climat est très mauvais et on sait bien que le climat joue un rôle important dans la décision d'une personne d'entreprendre ou de ne pas entreprendre. La société de Laurent Pestiot a, elle, traversé la crise sans souci. Depuis 2010, il propose des services d'entretien et de réparation à d'autres sociétés. L'année dernière, on a fait 4000 interventions sur l'ensemble de la Belgique. Ça marche plutôt bien. Ça marche bien, oui. Mais il le reconnaît, au sud du pays, les rapports avec l'administration sont parfois compliqués, notamment pour obtenir les aides de la région wallonne. Je pense qu'entre le moment où l'investissement est réalisé et le moment où on touche une aide ou un subside, il peut y avoir 1 an, 2 ans. Et parfois, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre un temps aussi long. Au cours des 6 premiers mois de l'année, 10 000 entreprises comme celle-ci ont été créées en Wallonie et près de 37 000 sur l'ensemble du pays. Voilà pour les jeunes en pleine vie active, mais une fois que la fin de la carrière approche, combien de Belges se préparent à vivre leur retraite? Et surtout, combien acceptent d'en parler avec leurs proches? Eh bien, 1 Belge sur 2 seulement. Les questions autour du vieillissement restent extrêmement tabous. Alors, pour libérer la parole, la Fondation Rabaudouin a imaginé un jeu de cartes, une façon ludique de rompre le silence. Dominique Burge. Michel a 60 ans, il était prof de sciences, aujourd'hui il est retraité. C'est beaucoup de temps libre, extrêmement occupé. Plus occupé que le temps de travail qu'on avait avant. Marie a 59 ans, elle était prof de gym et actuellement pré-retraitée. Moi je suis du genre à aimer faire beaucoup de choses et donc je dois faire attention de ne pas m'en mettre trop. Parce que, à un moment donné, ça craque parce qu'on court dans tous les sens et à la fois, ça n'a plus de sens. Le ton est donné.
Marie et Michel vivent leur retraite comme ils ont mené jusqu'à présent leur existence, à un rythme bien soutenu. Ils ont aussi 5 enfants et 6 petits-enfants. Cet après-midi-là, une partie de la famille a accepté de se prêter au jeu de cartes imaginé par la Fondation Roi Baudouin. Un outil pour susciter une discussion intergénérationnelle autour de cette nouvelle étape de la vie. Et si un jour je dois entrer en maison de repos? On rit, mais on rit jaune. La question suscite comme un petit malaise. Avec des amis, on s'est déjà dit, il faudrait qu'on mette tout notre argent en commun et qu'on invente une nouvelle maison de repos qui serait bien. Ça serait celle où on ne me prendrait pas pour un con, où je pourrais écouter du rock'n'roll, où je pourrais sortir et rentrer quand je veux. Vous n'avez pas envie de les prendre chez vous? Non. Non, soyons... Allez, j'ai pas envie d'avoir mon père ni ma mère dans mon salon... Tous les jours. Tous les jours, à 80 ans, quoi. Vous allez faire des travaux dans votre logement? Ça, c'est une bonne question, puisqu'on est occupé, justement, de faire des travaux. On est occupé de transformer 2 chambres en un studio. C'est pas pour avoir un deuxième revenu. On a travaillé tous les deux, on a notre pension. On pourra peut-être partager avec quelqu'un qui a envie de vivre à la campagne. Ça peut être un jeune couple qui cherche un logement pour 6 mois, 1 an, pour faire une jonction. Ça peut être une personne seule qui... De notre âge, qui a une petite pension, qui est seule. Le jeu propose donc une 50aine de questions portant aussi sur le budget, la santé, les activités et la fin de vie. Par exemple, quelqu'un est-il au courant de vos dernières volontés? Bah non, parce qu'on les a pas données. Bah non. Bah moi, chez papa, il ne veut pas être enterré au cimetière. Et je ne veux pas aller au crématorium. Ah, mais ça, je ne savais pas encore. À la cérémonie du crématorium. Ça, surtout pas. Bien leur santé. Et de fil en aiguille, les enfants se mettent aussi à évoquer leur retraite. Est-ce que je dois déjà me dire, j'attends la pension pour faire ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? J'ai commencé l'accordéon et je me rends compte que j'ai pas vraiment le temps de le travailler. Je me dis, est-ce que je devrais attendre 65 ans pour reprendre l'accordéon? Ici, le but du jeu est atteint. Il n'est jamais trop tôt pour penser à plus tard. Restez avec nous dans un instant. Nous verrons que tout n'est pas joué pour les commissaires européens. Ils doivent encore passer leur grand oral devant les parlementaires de l'Union. Et s'ils reçoivent un avis négatif, ils peuvent être recalés. À Hong Kong, des milliers de jeunes étudiants manifestent depuis 3 jours. Ils réclament plus de liberté politique à la Chine. Ils ont envahi le quartier des affaires de l'un des principaux centres financiers de la planète. Enfin, en Afghanistan, Ashraf Ghani succède à Hamid Karzai. Le nouveau président a prêté serment à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Lutter contre la violence et l'instabilité seront ses principaux défis. C'est un peu un grand examen oral auquel vont se livrer toute cette semaine et jusqu'au 7 octobre les membres de la future Commission européenne. Cela fait partie du jeu démocratique de l'Union. Les commissaires doivent passer devant le Parlement. Un examen qui ne se fait pas seulement pour la forme. Philippe Antoine. Il a apporté son cartable, ses dossiers et n'a pas oublié un grand sourire. Originaire de Malte, Karmenu Vella sera en principe le prochain commissaire européen à l'environnement et aux affaires maritimes. Mais comme tous les autres commissaires, il doit passer par la case audition au Parlement européen, ce qui commence par un discours de 10 à 15 minutes. N'oublions pas que notre planète est constituée de 30% de terre et de 70% d'eau. Mais l'essentiel, ce sont bien sûr les questions des députés européens. Non pas les 751 députés, mais ceux qui siègent dans la ou les commissions relatives au portefeuille du commissaire. Ici, par exemple, 3 commissions sont concernées. Considérez-vous comme prioritaire d'harmoniser la mesure des performances des États membres en matière de gestion des déchets avant de mettre en place de nouvelles politiques publiques? Pendant cette audition qui va durer 3 heures, 45 questions seront posées avec un timing bien précis. 1 minute pour la question et 2 minutes pour la réponse. Les parlementaires ont ensuite 24 heures pour finaliser leur évaluation. Et ce n'est pas une formalité. Un commissaire proposé ne sera pas d'office nommé. On s'attend par exemple à ce que l'audition du Français Pierre Moscovici, proposé aux affaires économiques, ou celle de l'Espagnol Miguel Arias Cañete, candidat à l'énergie et au changement climatique, soit particulièrement animée.
Mais au final, cela reste de la politique et les deux grands groupes du Parlement européen, la gauche et la droite, ont fait comprendre que si un de leurs candidats devait être désavoué, il y aurait aussi une victime dans le camp opposé. Rendez-vous donc en session plénière à Strasbourg où l'ensemble de la commission sera soumis au vote. Ce sera le 22 octobre prochain. L'Europe qui devra se pencher sérieusement sur la problématique des migrants clandestins. Ils sont plus de 3000 migrants à avoir péri en Méditerranée depuis janvier, soit plus du double que lors du printemps arabe en 2011. La majorité des migrants décédés au port de l'Europe étaient originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Et sur ces images, on voit quelques 500 Syriens arrivés aujourd'hui au large des côtes italiennes. À Hong Kong, des milliers de jeunes militants pro-démocrates sont dans la rue. Ils occupent actuellement le quartier des affaires et réclament le suffrage universel et la liberté de choix. C'est une contestation sans précédent dans l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. Alors, comment en est-on arrivé là? Explication Anne-Catherine Crouffer. Des masques chirurgicaux, des lunettes de ski, des yeux entourés de films alimentaires, les manifestants résistent comme ils peuvent aux tirs de gaz lacrymogène. Pour comprendre, il faut remonter au 1er juillet 1997. Hong Kong est remis à la Chine par les autorités britanniques. Elle devient alors une région administrative spéciale, régie par le principe « un pays, deux systèmes ». Ce changement garantit un haut degré d'autonomie. Mais petit à petit, les habitants de Hong Kong déchantent. Ils constatent une réduction des libertés qui commence par la surveillance politique. Le 31 août 2014, ils espèrent élire eux-mêmes le chef de l'exécutif local, des élections qui auront lieu dans 3 ans. Mais Pékin fait marche arrière et joue de subtilité. Les Hongkongais peuvent voter mais doivent choisir entre 3 candidats sélectionnés par Pékin. Et c'est ainsi que naissent des manifestations rarissimes. Cette voie principale, habituellement bondée de voitures et de bus, est transformée en marée humaine. C'est historique. On est passé d'une démocratie totale à une démocratie partielle. Oui, la démocratie est fragilisée. Petit à petit, la sphère de liberté est réduite, au point que même les livres de classe, par exemple, doivent être acceptés par Pékin. Par contre, ce qui reste indépendant, c'est le système judiciaire et le système financier, toujours très solide mondialement. Bref, Hong Kong est le seul endroit en Chine où les citoyens disposent de la liberté de parole et de manifestation. Ces libertés sont garanties par l'accord entre la Chine et la Grande-Bretagne, un compromis historique qui pourrait aujourd'hui avoir atteint ses limites. L'Afghanistan a enfin un nouveau président. Le premier tour des élections a eu lieu en avril, le deuxième en juin. Mais depuis lors, 2 candidats revendiquaient la victoire. Ils ont finalement trouvé un accord. Ashraf Ghani, ancien économiste de la Banque mondiale, est prêt à partager son pouvoir. Il a prêté serment à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Ces défis seront nombreux, à commencer par la sécurité intérieure. Laurence Brex. Cette cérémonie est un moment historique pour l'Afghanistan. Le nouveau président vient de prêter serment et son prédécesseur lui remet le pouvoir sans aucune violence. Nous apportons tout notre soutien au nouveau président et au chef de l'exécutif. Nous serons à leur service. L'apogée d'un processus démocratique rempli d'embûches et de rebondissements. Voilà plus de 3 mois que les élections ont eu lieu. Depuis, ces 2 hommes revendiquent chacun la victoire et accusent l'autre de fraude. Un gouvernement d'union nationale a vu le jour in extremis. À gauche, Ashraf Ghani, président. À droite, Abdullah Abdullah, Premier ministre. Les réformes de base, les changements à tous les niveaux politiques et ceux des infrastructures gouvernementales à travers tout le pays se feront sur base de coopération, de confiance mutuelle et d'honnêteté. Conserver l'unité nationale sera leur premier défi, mais pas le seul. L'Afghanistan reste l'un des pays les plus instables du monde. Un attentat suicide a encore fait 7 morts ce matin, au même moment que la cérémonie et cet appel à la paix. Nous sommes fatigués par cette guerre. Notre message est un message de paix.
Mais cela ne signifie pas que nous sommes faibles. J'appelle tous les ennemis du gouvernement afghan, particulièrement les talibans et Hezb el-Islami, à se préparer à des négociations politiques. Demain, le tout nouveau président afghan signera un accord de sécurité avec les États-Unis. Cela veut dire qu'une partie des soldats américains ne quittera pas l'Afghanistan au mois de décembre, comme c'était initialement prévu. De quoi peut-être sécuriser le pays. L'économie, elle, est à l'agonie. Un dernier défi majeur pour Ashraf Ghani, ancien économiste de la Banque mondiale et nouveau président d'Afghanistan. On suit avec ces images impressionnantes. Elles ont été tournées cet après-midi dans la région de Montpellier où un véritable déluge s'est abattu sur plusieurs départements. Une vingtaine de routes et autoroutes ont été coupées. Des centaines de pompiers ont dû être mobilisés. À Montpellier, c'est la mer, a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux, où ont été postées de nombreuses vidéos comme celle-ci. Quand les pensionnaires du Haume vont au théâtre, c'est la belle histoire que nous vous proposons pour terminer ce journal. Chaque année à Bruxelles, le Théâtre Royal du Part invite des personnes âgées à sortir de leur résidence pour venir assister à une de ses productions. Cette fois, c'était l'adaptation pour la scène de l'Odyssée d'Homère, une tranche de vie sous le regard de Benjamin Domry, Olivier Vanham et Marianne Claric. Cet après-midi-là, à la résidence, il se passe quelque chose de spécial. Une sortie. Ça va, vous êtes prête pour le théâtre? Oui, D'accord, vous avez tout ce qu'il faut? J'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Élise s'est préparée pour le théâtre du parc. Elle le connaît bien. Elle y allait avant avec sa maman. Evelyne ira en chaise roulante. Elle a l'habitude. Est-ce que vous savez ce que vous allez voir? Oui, l'Odyssée d'Homère. Ça me rappellera le bon temps des études avec les latins grecs. Au rez-de-chaussée, les autres pensionnaires sont déjà prêtes à embarquer. Le temps d'une demi-journée, elles vont s'évader un peu. Au théâtre, elles vont rejoindre d'autres pensionnaires de Haume, invités comme elles. Mais au fait, quel âge ont-elles? Je vais avoir 93 ans. Il va réfléchir, 93 ans. J'ai 101 ans. 101 ans. Oui. Et mon âge, 82. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais je crois que j'ai 86 ans. Vous êtes né en quelle année? En 26. Mais on est en 2012. 2014. Ah, alors j'ai 88. Salut, cher Télémaque, fils du glorieux... Allez, on passe aux choses sérieuses. Le spectacle, l'Odyssée adapté par le directeur du théâtre. C'est lui qui a eu l'idée d'inviter des personnes âgées. Ma maman est entrée dans un home il y a 3 ans. Ça m'a donné l'idée de mélanger dans la même salle des gens qui ne sont plus sortis depuis longtemps de leur home justement, avec des étudiants. Donc voilà, et ça marche terriblement bien. Comment vous avez trouvé? Mais bien. Je trouve que ce sont de très bons acteurs. Moi, j'ai été un peu surprise parce que je ne voyais pas Ulysse et des choses comme ça. Elles ont bien aimé la mise en scène, ça oui. Mais l'histoire alors? Je n'ai plus assez de mémoire pour ça. Je la suis, mais pour raconter, c'est plus difficile. Ça fait que je suis très désolée de ne pas savoir vous expliquer tout. Là, il me faut du temps. Je vais retourner à mes livres pour relire ce que j'avais appris dans mon enfance, pour voir si ça correspond avec ce que j'ai vu maintenant. Cet après-midi, les pensionnaires sont revenus dans la vraie vie. Elles sont peut-être âgées, mais qu'est-ce qu'elles ont aimé pour une fois quitter la résidence. Allez, on jette un coup d'œil sur la météo qu'il fera demain. Eh bien, un peu de grisaille matinale et puis nuages et soleil se disputeront le ciel. Localement, une averse est possible. Les températures seront agréables pour la saison. Elles seront comprises entre 17 et 21 degrés. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Le procès de Sharia for Belgium s'est ouvert ce matin au tribunal correctionnel d'Anvers. Sur les 46 prévenus, 8 seulement étaient présents, dont Fouad Belkacem, leur leader. Ils sont entre autres accusés d'avoir recruté des jeunes musulmans pour les envoyer combattre en Syrie.
Prochain rendez-vous avec l'information, le 12 minutes qui vous sera présenté ce soir par Éric Bévert. Et demain, en radio, l'invité de Matin Première sera le député CDH Francis Delperret. Ils évoqueront entre autres la polémique suite aux demandes d'euthanasie faites par des prisonniers. Voilà, excellente soirée à toutes et à tous et à demain soir, 19h30.